Charlotte Dornelas, la vidéo, on va la voir en parallèle pendant que je parle, a fait le tour des réseaux sociaux depuis plusieurs jours. Un spectaculaire refus d'obtempérer à Colmar. L'homme, à moto, était poursuivi par des gendarmes et finissait sa course à pied. Alors on a appris aujourd'hui que l'homme a écopé de 2 ans de prison ferme avec mandat de dépôt. On a l'image ou bien... D'accord. Je dis bien pour un refus d'obtempérer, 2 ans de prison ferme. Après, le suspect, on l'a vu dans la mort du gendarme Eric Mmh. Comines, qui avait eu 10 condamnations, multirécidiviste, jamais incarcéré. On constate donc que c'est faisable et que la justice peut s'appliquer. Alors, oui et non en même temps dans le cas de cet homme. Alors, à partir de ce que l'on sait, évidemment, il faut voir, à mon avis, le pédigré total de cet homme et surtout du délinquant qu'il y a avant le condamné. Et ensuite, comprendre ce qu'est ce refus d'obtempérer très exactement. Là, on a en effet un magistrat, et vous avez raison d'insister là-dessus, qui a même dépassé les réquisitions du parquet, qui demandait moins que la peine qu'il a prononcée. Il a mis 24 mois, qu'il a assorti d'un mandat de dépôt, c'est-à-dire l'assurance que cet homme dormait en prison le soir même. La peine n'est pas aménageable quand vous mettez un mandat de dépôt. Donc vous avez raison, la peine est ferme. Maintenant, on va s'attarder sur le profil de cet homme. 36 ans, donc très bien connu des forces de l'ordre, nous dit-on. 21 condamnations au casier judiciaire, donc des condamnations inscrites au casier judiciaire en 15 ans. 21 condamnations, c'est plus d'une par an. Enfin, je ne sais même pas comment on fait. Bon. Hmm. Plus de permis voiture depuis 2018 et cet homme était en sursis probatoire. Un sursis probatoire, c'est une décision du tribunal. Au moment où vous êtes condamné, vous avez une peine et le tribunal autorise à ne pas exécuter la peine prononcée si vous respectez les obligations prévues dans le jugement. J'imagine que dans les obligations prévues dans le jugement, il y avait assez peu de refus d'obtempérer. Donc, il a une épée de Damoclès sur la tête, cet homme, en plus de son profil plus que délinquant. Par ailleurs, je vous le disais, il y a aussi le refus d'obtempérer à examiner. Ce n'est pas un simple refus d'obtempérer, pardonnez-moi le terme. On a une course-poursuite d'une dangerosité hallucinante, ce que tout le monde a vu sur la vidéo. Je vais essayer de la mettre sur mes réseaux sociaux, comme ça, si Vous on ne l'a pourrez la pas voir. en régie. On l'a vu en tout cas ces temps derniers. Je l'ai Ah, envoyé là, sur le voilà. hashtag Face à l'info. Ah voilà, Là quand voilà, même. du coup, on voit cet homme, il prend, à partir de la vidéo qui a été prise par quelqu'un, donc il prend un sens interdit, il contourne des véhicules et des piétons, il est à contresens ensuite, il percute une voiture, d'ailleurs conducteur qui va finir par le suivre, et au tribunal, les forces de l'ordre ont précisé qu'avant l'activation de cette vidéo, qui est prise par quelqu'un à sa fenêtre, avant cette activation, il avait préalablement brûlé 6 ou 7 feux rouges, grillé plusieurs stops, pris un couloir de bus à contresens, le tout à 80 km/h en ville. 80 km/h, ce que lui a rappelé d'ailleurs le magistrat. 80 km/h, c'est une vitesse évidemment mortelle si vous percutez un piéton. Donc concrètement, en plus de ne pas obéir aux forces de l'ordre qui lui demandent de s'arrêter, il a un comportement qui est objectivement criminel. Cerise sur le gâteau, il était sous l'emprise du cannabis, de la cocaïne et de la méthadone au moment où il était au volant de son scooter. Donc oui, la peine est sévère, mais elle arrive assez tard, on va dire, pour ce qui est de la prison ferme, dans son parcours délinquant. Ah oui, et je précise également à ceux qui nous écoutent que cet homme était bénéficié du RSA, donc bénéficier de la solidarité de tous. Alors, on a parfois un débat sur est-ce qu'il faut donner ou pas, continuer à donner les allocations aux parents de délinquants qui ne sont pas en mesure, on va dire, d'élever correctement leurs enfants. Je comprends, il y a des arguments, ce débat peut être intéressant, mais alors les allocations au délinquant lui-même, qui a 36 ans, donc qui est quand même en capacité de réfléchir un minimum, là, je pense que le débat serait assez vite tranché si on demandait l'avis aux Français. Et qui a été interpellé avec une somme qui est supérieure au RSA, d'ailleurs, en espèces. Bien sûr. Et alors, la bonne nouvelle, et vous le disiez quand même, c'est que la peine est ferme avant un éventuel drame. Parce que là, les images sont absolument stupéfiantes. Ce qu'il a fait est extrêmement dangereux, c'est potentiellement criminel. Mais il n'y a pas eu le drame qui pourrait arriver avant. Il a très longtemps joué avec le feu. Et notons que, notamment médiatiquement, l'existence de cette vidéo a probablement beaucoup aidé, on va dire, au récit qui s'est mis en place, qui condamne en effet ce conducteur, et par ailleurs à la crédibilisation du propos des policiers, puisqu'on sait que devant un tribunal, le policier est mis quasiment au même titre que le délinquant pour ce qui est de croire ce qu'il a à dire.
2 ans de prison, c'est peut-être pour lui, la fin d'un sentiment, d'impunité qui semblait accompagner ces 21 condamnations. Comment expliquer, Charlotte Dornelas, une réponse aussi tardive? Alors, il y a plusieurs explications pardon, qui s'accumulent. Je vais m'extraire un peu de cette histoire-là, ne connaissant pas évidemment tout le détail de ce dossier et les décisions qui ont été prises. Mais il y a indiscutablement, et ça on l'examine assez souvent, une conception laxiste de la justice qui appartient à certains magistrats, certains le revendiquent, hein, le syndicat de la magistrature, pour ne pas le nommer, mais surtout au législateur qui, au fil du temps, n'a pas contraint les magistrats, on va dire, laxistes, mais a beaucoup plus contraint les magistrats qui essayaient de mettre en place une exécution du code pénal, par ailleurs voté par le législateur. Donc, vous savez, vous augmentez les peines dans le livre des peines, c'est-à-dire le code pénal, et en même temps, vous détricotez vous-même la possibilité de l'appliquer en expliquant que les peines vont être aménagées, qu'il faut s'adapter au nombre de places de prison que par ailleurs vous ne construisez pas, que vous réduisez les peines précisément pour cette régulation, cette sorte de régulation également carcérale. Donc quand vous avez à la fois une conception qui organise le fait de ne pas exécuter la peine qui est prononcée par la Chambre, par le tribunal, hein, parce que quand vous avez un juge qui prononce une peine, vous avez derrière un juge d'application des peines, vous avez un juge des libertés de la détention, donc vous avez une infinité, une chaîne finalement de décisions dont le métier est potentiellement de détricoter la première décision. Donc déjà, c'est original. Vous ajoutez à ça une embolie des tribunaux et des prisons dont on a aussi beaucoup parlé, qui oblige à la hiérarchisation. Combien de magistrats ont expliqué, on arrive le matin, on a 15 affaires à juger et on nous précise le matin qu'il y a 2 places en prison. Bon, bah, vous faites comment? Vous hiérarchisez. Et donc malheureusement, entre guillemets, vous êtes obligé de faire des alternatives aux poursuites, d'aménager potentiellement, de prononcer un sursis probatoire. Vous dites, bon, bah, écoutez, lui, il a tué personne alors que j'ai 3 dossiers avec des morts. Bon, bah, lui, on va lui mettre un sursis probatoire, on va lui éviter la prison, on l'aura prévenu, mais en même temps... Donc il y a aussi une adaptation qui est en effet pas du tout une manière correcte de rendre la justice, mais qui est notre réalité. Et par ailleurs, nous avons du mal à concevoir le parcours délinquant dans la justice. Quand on parle, nous, de manière un peu, naturelle, de multirécidiviste parce qu'il y a 21 condamnations, la justice ne le considère pas forcément. Un récidiviste, c'est quelqu'un qui récidive, c'est quelqu'un qui fait exactement la même chose pour laquelle il avait été condamné. Mais quand vous avez 21 condamnations pour des choses différentes, vous n'êtes pas nécessairement pris en compte comme un récidiviste. Vous voyez, on a du mal à prendre en compte tout le parcours délinquant au moment de juger dans certains cas. Et il y a évidemment cette question, je vous disais, de la régulation carcérale. En effet, et là c'est particulièrement pervers, c'est évidemment plus grave de percuter et de tuer un passant que de faire un refus d'obtempérer sans le drame. Mais si on prend les moyens de punir sévèrement le refus d'obtempérer sans le drame, peut-être évite-t-on la chaîne qui mène au Xème refus d'obtempérer qui, lui, fait un mort. Donc vous voyez, on pourrait réduire les conduites dangereuses. Et je prends l'exemple des radars. Alors les radars, c'est pas le même enjeu. Il ne s'agit pas de protéger les gens, mais de récupérer de l'argent. On est souvent beaucoup plus efficace. C'est triste à dire, mais c'est quand même exactement le cas. Mais quand vous mettez des radars, alors ça saoule tout le monde, mais globalement, la majorité des gens réduit la vitesse sur les routes. Et pourtant, le radar, il n'y a pas d'aménagement de peine. Hein. Vous avez tous remarqué, le radar, il tombe et vous payez. Terminé. À la question du rapport entre la police et la population, Clémentine Autain a expliqué que toute la population n'avait pas un problème, mais la partie contrôlée sans cesse au faciès et injustement traitée. Que penser de cette rhétorique récurrente? Et c'est vrai que Clémentine Autain nous dit, finalement, la population, c'est très paradoxal, hein, c'est comme toutes ces prises de position, c'est la population qui a du mal avec la police et celle qui est sans cesse contrôlée au faciès. Donc on comprend, la population qui a du mal avec la police est issue de l'immigration. Vous le dites dans l'autre sens, Clémentine Autain vous fait un procès. Mais pourtant, elle dit exactement la même chose, déjà sur le constat. La deuxième chose, c'est qu'à la France insoumise, me semble-t-il, il faudrait qu'elle parle avec Louis Boyard, parce qu'évidemment, contrôler au faciès sur la couleur de peau, c'est évidemment les personnes issues de l'immigration. Et donc, Clémentine Autain, il faudrait qu'elle nous explique quel est le problème de Louis Boyard avec la police. Parce que si ça ne se fait qu'au faciès sur la couleur de peau qui n'est pas blanche, quel est le problème de Louis Boyard avec la police? Donc peut-être qu'il y a autre chose. Par ailleurs, je ne sais pas quelle est la couleur de peau de l'homme dont on vient de parler, mais je sais que son problème avec la police ne vient vraiment pas de sa couleur de peau. Et pour cause, on a expliqué tout ça. Par ailleurs, on a, prendre un exemple extrêmement emblématique de ce sujet-là ces dernières années, Adama Traoré par le biais de sa sœur. Alors sa sœur a beaucoup dit que les contrôles au faciès se faisaient sur la couleur de peau. Si je prends la seule histoire à l'issue dramatique
qui est arrivé à son frère, il y a une chose qui n'est discutée par personne, c'est que les gendarmes interviennent parce qu'il fuit au moment où ils l'interpellent, dans le cadre où ils sont en train d'interpeller son frère, et lui prend la fuite, donc les gendarmes s'intéressent à lui. Donc la couleur de peau, en l'occurrence, n'intervient à aucun moment de cette histoire, c'est parce qu'il a fui qu'il est poursuivi. Donc vous voyez que à chaque fois dans ces histoires-là, c'est un peu plus compliqué. Ce qu'elle dit est sans doute vrai, il y a sans doute des contrôles, d'abord abusifs parfois, et pénibles pour certains qui payent, on va dire, pour les mauvais. Donc c'est peut-être vrai dans certains cas et pour certaines personnes, simplement c'est injuste et trompeur de manière générale. Aucun contrôle de manière générale n'est organisé au faciès et pour la seule raison de la couleur de peau. D'abord, un contrôle d'identité, il faut le répéter puisque eux le répètent dans l'autre sens, se fait dans un cadre extrêmement précis et pour qu'il puisse aboutir, il doit être justifié. Soit c'est du flagrant délit, sur description de la victime. Donc, sauf à penser que toutes les victimes sont dans le complot général du contrôle au faciès, c'est compliqué, les proportions sont exactement les mêmes dans le flagrant délit. Ensuite, sur réquisition du procureur, qui dit dans tel lieu, de telle heure à telle heure, vous pouvez contrôler autant de profils que vous voulez. Donc là, c'est sur réquisition du procureur. En général, ça se fait en raison de l'aspect criminogène de la zone. Ou alors du comportement suspect ou du risque de trouble à l'ordre public identifié chez quelqu'un. Il peut y avoir un contrôle abusif, ça peut exister. Simplement, le policier ne pourra absolument rien faire de ce contrôle. Il ne pourra même pas s'en servir si par hasard il trouve quelque chose, puisqu'il ne pourra pas justifier la raison pour laquelle il a fait ce contrôle. Il faut quand même le préciser. Ensuite, s'il y a une surreprésentation de contrôle qui accrédite l'idée d'un contrôle au faciès, c'est en raison de zones plus criminogènes que d'autres, parfois peuplées de populations largement issues de l'immigration. Et je précise à Clémentine Autain qui répond « Oui, il y a des zones plus criminogènes que d'autres dans lesquelles il y a des populations issues de l'immigration. Normales, elles sont abandonnées par l'État. » Non mais d'accord, on peut discuter, mais vous dites donc la même chose. Il y a des zones plus criminogènes dans lesquelles il y a une plus forte proportion de personnes issues de l'immigration. Donc, c'est en raison de la criminalité et non pas, encore une fois, de la couleur de peau. Comment peut-on le prouver ? Parce que si certains ont peur de la police en raison des contrôles aux faciès dans ces quartiers, les autres également issus de l'immigration, réclament plus de policiers parce qu'ils ont beaucoup plus peur des délinquants qui ont un problème avec la police que des policiers eux-mêmes et de leurs éventuels contrôles aux faciès. Donc comment expliquer que certains ne soient jamais contrôlés et appellent de leur vœu la présence d'une police qui serait raciste envers eux ou envers leurs frères ? C'est un peu absurde et par ailleurs, dans les rapports, on note qu'en effet, il y a plus de personnes issues de l'immigration qui sont contrôlées, mais on note également qu'il y a plus de jeunes que de personnes âgées et qu'il y a plus d'hommes que de femmes. Donc est-ce qu'il y a également une police qui est sexiste contre les hommes ou une police qui participe d'un complot des vieillards contre les jeunes en France ? Peut-être que simplement le contrôle d'identité vise une population qui est susceptible de délinquance et que donc à un endroit donné, c'est beaucoup plus la capuche sur la tête, vous voyez, que la couleur de peau. En costard, aux Invalides, vous pouvez être noir, arabe, blanc, jaune, vous n'aurez pas trop de problèmes de contrôle d'identité a priori. Et c'est évidemment la question que l'on retrouve en garde à vue, voire même en prison. Il faut d'autres étapes que simplement la question de la police. Et on voit que l'immigration, on en parle assez régulièrement, est surreprésentée. On pourrait débattre à l'infini des causes de cette surreprésentation. Ça n'enlève rien au fait que ça n'est pas par racisme initialement que ces contrôles sont effectués.